J'appelle maintenant Madame la professeure Jalila Chakir. Je la remercie encore une deuxième fois parce qu'elle a l'amabilité de venir de très loin pour partager avec nous ses expériences et sa recherche. Elle va parler de l'asthme en rémission et les mécanismes. À vous la parole, Madame la professeure. Salam alaikum. Donc, à mon tour de remercier ma chère amie Hind pour cette belle prestation, pour ce beau programme, ainsi que le comité organisateur et le panel qui est là. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Essayer d'avoir la présentation. Alors, Hind m'avait demandé aussi elle m'avait donné une mission hier, j'espère que je l'ai réussi, puis j'essaie de faire de mon mieux aujourd'hui en parlant de l'asthme en rémission. Pourquoi parler de l'asthme en rémission? C'est parce que actuellement, on parle beaucoup de rémission thérapeutique, quelque chose qui n'est pas habituel dans le domaine de pneumologie. Quelque chose qu'on voit beaucoup dans d'autres maladies comme l'arthrite rhumatoïde ou dans le cancer, dans d'autres choses. Mais en pneumologie, il n'y a pas cette notion-là de rémission thérapeutique. Et à l'ATS, la dernière réunion, il y a beaucoup de débats sur la notion de rémission thérapeutique, particulièrement donc, avec les biologiques qu'on utilise actuellement. Donc ici, on a une définition. C'est très difficile de définir quand même la rémission. Il faut bien l'encadrer. Et ici, c'est une définition des centres d'excellence en Angleterre. Et ils disent que la rémission arrive lorsque les symptômes ont diminué ou ils ont disparu complètement et que la qualité de vie est retournée à la normale. Vous voyez que c'est quand même assez large, qu'on n'a pas vraiment de critères très spécifiques. Alors, la rémission, on la connaît. Ici, il y a comme un graphique dans le temps. Lorsqu'on a des jeunes enfants, donc on connaît la rémission chez les jeunes enfants, rémission d'asthme enfantin. Donc, on voit, par exemple, ici, j'essaie de voir ma flèche, là, si on la voit. Alors, vous voyez ici, non, on n'était pas... On était ici. Donc, vous voyez ici, il y a une courbe, la courbe verte, donc, qui représente vraiment des enfants qui ont une rémission de symptômes, donc lorsqu'ils sont enfants. Et on a un groupe qui va développer de l'asthme en enfance, mais que ça va durer dans le temps, donc à l'âge adulte. On a évidemment un groupe qui va développer l'asthme beaucoup plus tardivement, donc qu'on connaît comme surtout des asthmes sévères bien particuliers. Et on a un groupe, ici le bleu, qui vont avoir de l'asthme à la naissance, donc en tant qu'enfant, et qui, on ne sait pas trop ce qui se passe pendant cette phase-là, et qui peuvent développer l'asthme, avoir des symptômes beaucoup plus tard, donc dans des conditions bien particulières. Et on a quand même cette phase-là ici, qu'on ne sait pas trop ce qu'on appelle un black box, qu'on ne sait pas trop c'est quoi les mécanismes qui arrivent dans cette phase-là à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, la rémission de l'asthme chez les enfants, c'est que le taux est plus élevé chez les enfants. Il y a des études longitudinales, donc on a suivi vraiment des cohortes et on constate qu'on a quand même entre 15 et 64% de patients qui souffraient d'asthme, qui connaissent vraiment une rémission au début de l'âge adulte. Cette rémission arrive entre l'âge de 14 ans et 21 ans. Par exemple, par contre, on sait que jusqu'à présent, les études qui caractérisent la rémission de l'asthme ont mis l'accent sur l'association épidémiologique plutôt que sur l'application clinique et pronostique. Alors, il y a des déterminants donc, qu'on essaie de comprendre, là, qui arrivent tout le long de l'âge pour la rémission. Donc, le groupe qu'on avait vu tout à l'heure, donc le groupe vert, là, c'est surtout, on essaie de déterminer que ce sont des garçons donc, et qui avaient une maladie légère. Le groupe qui maintient
donc l'asthme qui a l'asthme à l'âge en enfance et qui continue donc à l'avoir à l'âge adulte. Surtout, c'est des gens qui ont une histoire génétique, donc qui est familiale, des gens allergiques, il y a des modifications épigénétiques, ayant une fonction pulmonaire un peu non fonctionnelle, disons, une hyperréactivité bronchique. Ils ont des infections et des comorbidités, et souvent aussi il y a la cigarette qui rentre en ligne de compte. Donc on est capable quand même de déterminer certains facteurs de non-rémission dans ce groupe-là. Et on a donc le groupe rouge, là, qui lui développe l'asthme tardif. Souvent, ce sont des femmes. Donc, le premier orateur en avait parlé un petit peu dans les différentes catégories. Donc, ce sont des femmes qui ont de l'obésité, donc qui ont des BMI assez élevés, qui ont de l'hyperréactivité bronchique, qui est une fonction pulmonaire pas normale. Ils ont aussi de l'atopie et de la sensibilisation aux allergènes, et ils ont d'autres facteurs de comorbidité. On parle de polypes, on parle d'autres facteurs. Et aussi, il y a la cigarette qui peut être un facteur déterminant dans ce groupe-là. Et on a le groupe qui est intermittent, qui avait de l'asthme pendant l'enfance, qui connaissent une certaine rémission pendant une période, et après qui redéveloppent l'asthme beaucoup plus tardivement. Donc c'est ce groupe bleu-là. Et souvent, c'est des gens qui ont commencé à fumer, qui sont aussi atopiques et qui ont développé aussi d'autres comorbidités. Donc vous voyez qu'on a différents facteurs, mais ça, c'est toutes des choses, des déterminants qu'on a essayé de faire des sous-groupes. Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça catégorise vraiment chaque catégorie? C'est pas évident. Alors, quels sont les facteurs qu'on a trouvés qui sont associés à la rémission? Souvent, les facteurs qui ont été associés, c'est une maladie légère dès le départ, une meilleure fonction pulmonaire, donc gens qui ont déjà une fonction pulmonaire il y a moins d'atteintes. Lorsqu'on a des taux d'IgE faibles, donc un peu moins d'atopie, l'absence ou faible sensibilisation allergique, et c'est associé quand même au sexe masculin. Donc ça, c'est certaines études qui ont fait des suivis de cohortes et ont déterminé ces facteurs de rémission. Et il y a une étude qui s'est faite en 2019 là, qui ont regardé un petit peu plus loin et ils ont stratifié les différents groupes en se basant sur le rapport du VMS-CFV, la CP20 et les mesures de l'éosinophilie. Et donc vous voyez ici en haut, là, lorsqu'on a un VMS moins de 80%, on va pouvoir, et lorsqu'on stratifie encore plus ce groupe-là avec des gens qui ont moins de 75%, vous voyez que le taux de rémission est très, très, très faible. Par contre, ici, lorsqu'on prend des gens qui partent avec une bonne fonction pulmonaire et on les stratifie selon la CP20 et selon l'éosinophilie, on constate que ceux qui ont très peu d'éosinophilie, qui ont une CP20 qui est quand même plus que 1 mg par millilitre, ont un fort pourcentage de probabilité de rémission de leur asthme. Donc ça concorde aussi avec les facteurs que je venais de vous montrer. Alors, les rémissions chez les adultes, donc on a vu que chez les enfants, c'est quelque chose d'assez courant, mais chez l'adulte, il y a beaucoup d'études qui ont considéré comme le taux de rémission est vraiment faible, de 1 à 2% par an, donc c'est pas vraiment beaucoup, et que la rémission, elle est fonction de la définition de la rémission, et les études font vraiment rarement la différence entre l'asthme apparu dans l'enfance et celui apparu à l'âge adulte. Donc on n'a pas fait vraiment de différence pour voir ceux qui ont développé des asthmes tardifs par rapport à ceux qui ont développé de l'asthme en enfance, pour voir vraiment les pourcentages sont différents. Ici, c'est une étude d'une cohorte. Donc, toutes les études que j'ai regardées au niveau de la rémission, il y a beaucoup d'études de cohortes, mais il y a malheureusement pas beaucoup d'explications, pas beaucoup de mécanismes. Donc, c'est une étude de cohorte qui a montré, on a
le recrutement s'est fait entre 95 et 99 et on a fait un suivi de 2012 à 2014. Donc, et ici, dans cette étude-là, on voit quand même que en 2003, au premier follow-up, donc on a quand même 12 patients en rémission. Et parmi les 12, il y en a 5 qui ont relapsé, j'arrive pas à dire le mot en français, récidivé, merci. Et qu'on a un petit groupe là, de 23% qui ont continué leur rémission. On n'a pas beaucoup de patients, donc c'est très difficile de dire c'est quoi les pourcentages de façon tout à fait significative dans cette étude-là de cohorte. Alors, quels sont les facteurs défavorables? Puisqu'on avait vu les facteurs favorables, quels sont les facteurs défavorables? Évidemment, un degré plus élevé d'hyperréactivité bronchique, parce qu'on pense lorsqu'on a des remodelages de la branche, donc des modifications structurelles, lorsqu'elles sont là, c'est très difficile de les faire changer. Là, on le sait que le remodelage, lorsqu'il est installé, c'est extrêmement difficile de le diminuer. Et donc, lorsqu'on a une hyperréactivité bronchique qui est reliée justement au remodelage, c'est difficile d'avoir une rémission. Présence de polypes nasaux, donc là, c'est un facteur défavorable. L'obésité, le tabagisme et niveau plus élevé de neutrophils dans le sang. Donc là, les gens, ça pourrait peut-être expliquer un groupe qu'on a, le groupe neutrophilique plus tard, là, qui répond pas vraiment aux médications actuelles. Donc ces facteurs-là sont des facteurs qui sont défavorables. Mais lorsqu'ils ont fait dans cette étude-là des études de corrélation, ils ont trouvé que c'est l'hyperréactivité et les polypes nasaux qui constituaient vraiment les facteurs les plus déterminants dans les facteurs défavorables. Alors, quels sont les mécanismes? Franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose pour comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une rémission, surtout lorsqu'on a ce qu'on appelle une rémission complète. C'est extrêmement difficile parce que il faut faire des suivis. Il y a des variations évidemment dans le temps avec l'asthme et au niveau inflammatoire et au niveau fonctionnel. Et donc on pense que donc vous voyez ici cette partie-là, c'est ce que décrit un peu l'asthme en général au niveau physiopathologique. Et on constate que lorsqu'on a un asthme en rémission, on émet l'hypothèse que probablement on travaille plus sur la tolérance et donc sur la régulation du système immunitaire. Donc les gens qui ont une rémission seraient peut-être plus dû à une activation de la tolérance et donc des T régulateurs qui vont réguler toute la réponse T2 ou T1 ou non T2 finalement. Donc ces facteurs, ces T régulateurs qui vont produire des cytokines du type IL-10 et TGF-bêta vont diminuer la réponse T2 et donc vont permettre probablement, surtout chez les gens qui ont des facteurs favorables, finalement de modérer le système immunitaire et d'entraîner une tolérance. Alors pour répondre à cette question, on avait fait un travail il y a quelques années quand même, où on voulait répondre à voir est-ce que c'est vraiment les T régulateurs ont un rôle important dans la rémission. Donc c'est vraiment une toute petite étude, pas facile à faire, donc pour recruter des patients. Quand on a recruté ces patients-là et on les a classés en groupe contrôle, donc qui n'ont pas d'atopie, en asthme en rémission, donc qui n'avaient vraiment pas de symptômes, mais qui n'avaient pas de réponse non plus, parce qu'on n'a pas jugé juste sur le questionnaire, mais aussi sur la fonction pulmonaire. Donc des gens qui n'avaient aucun symptôme après provocation, on a regardé au niveau de la métacholine aussi, et des gens qui se disaient asymptomatiques, mais lorsqu'on a fait de la provocation à métacholine, c'était des gens qui étaient en rémission, mais qui avaient quand même des symptômes, et des asthmatiques qui étaient en asthme actif. Et donc, vous voyez que, évidemment, il y avait des différences au niveau de l'éosinophilie entre les groupes contrôle et le groupe en rémission. Donc, même le groupe en émission, qui dit en rémission complète, reste quand même avec un petit niveau d'éosinophilie, un peu moins que les groupes contrôle, mais bon, ce n'est pas vraiment une grosse différence. Et pour les IgE, il n'y avait aucune différence, à part évidemment pour le groupe
le groupe asthme et le groupe contrôle. Donc ici, c'est la CP20, donc à la méthacholine et au mannitol. Donc vous voyez que le groupe en asthme, en rémission, qui est ici, est totalement comme le groupe contrôle. Donc ils n'ont pas d'hyperréactivité bronchique, alors que les deux autres restent quand même avec une hyperréactivité bronchique. Il n'y avait pas de différence au niveau de l'âge au moment de diagnostic de l'asthme. Pour l'âge au moment de la rémission, il y avait la durée de l'asthme, par exemple. Le groupe qui reste asthmatique avait plus une durée d'asthme qui était plus élevée. Et donc, lorsqu'on a regardé donc la fonction des T régulateurs, on a regardé l'ensemble des T régulateurs, il n'y avait pas de différence dans le nombre de T régulateurs. Mais par contre, lorsqu'on a regardé l'activité de ces T régulateurs, donc de la tolérance, vous voyez ici, c'est le contrôle. Ici, c'est l'asthme actif, ici en asthme en rémission. Donc, vous voyez que les T régulateurs sont très élevés, l'activité des T régulateurs sont très élevées chez le groupe contrôle. Par contre, chez les asthmatiques, c'est diminué. Il n'y avait aucune différence chez les asthmes en rémission. Donc, ce n'est pas un facteur qui rentre en ligne de compte dans la rémission. Donc, on n'a pas mis vraiment le doigt sur la fonction qui permet vraiment une rémission chez ces patients-là. Donc, c'est beaucoup plus complexe et on a besoin vraiment de savoir un peu plus sur les mécanismes. Il y a une étude qui date quand même, qui ont essayé de regarder un peu la rémission. Les gens qui ont un déclin qui est léger et un déclin rapide. Et donc, ils ont regardé un peu ici les eosinophiles dans le sputum. Évidemment, les gens qui ont un déclin très rapide de leur fonction avaient beaucoup d'éosinophilie et dans le sang et dans le sputum. Donc, plus on a un déclin rapide, plus on a d'éosinophilie. Donc, est-ce que la rémission est liée également à une diminution de l'éosinophilie? C'est ce qu'on avait vu, mais c'était juste corrélatif. Ici, ils ont regardé, c'est le même groupe, ils ont regardé un peu la présence d'éosinophiles dans les biopsies chez les patients qui sont donc dans le groupe asthmatique, dans le groupe avec asthme en rémission, le groupe avec un déclin léger et un déclin rapide. Et donc, quand ils ont regardé les corrélations, donc il y a vraiment une corrélation entre la présence d'éosinophilie dans les tissus et la rémission. Donc, c'est tout ce que je peux dire vraiment au niveau mécanistique là, pour la rémission, parce que il n'y a rien, donc c'est un domaine qui a besoin d'être étudié et avancé. Donc, et là, on arrive à la partie où maintenant on parle de rémission en traitement, surtout pour les biologiques. Et il y a eu beaucoup de débats, il y a beaucoup d'éditoriaux, là, si vous allez regarder, là, donc il y a beaucoup de discussions autour de la question. Et on a défini les critères, parce que les critères ne sont pas vraiment très clairs pour dire lorsqu'on est en rémission en traitement. Ça prend quand même plus que 12 mois. Tous les critères que vous voyez ici, une absence significative de symptômes de façon continue, donc au moins plus d'un an, une stabilisation de la fonction pulmonaire, évidemment, et pas d'utilisation de corticoïdes oraux et pas d'exacerbation. Donc, on a pris tous ces facteurs-là et on a déterminé des scores ou des domaines, comment ils les ont appelés, des domaines moins astringents et plus astringents. Donc le plus astringent, c'est le jaune, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait vraiment tous les critères, les exacerbations, l'utilisation de corticostéroïdes oraux à long terme, le contrôle de l'asthme et la fonction pulmonaire plus de 80%. Donc en utilisant ces critères-là, on a regardé un petit peu avant biologique et post-biologique, qu'est-ce qu'il en est pour la rémission. Et donc, dans ce graphique, on montre ici, donc, plus on est astringent dans les critères,
plus le pourcentage finalement de rémission après biologique est plus petit. Donc on voit ici que c'est 20% de ce qu'on appelle vraiment, avec ces critères-là, on n'a que 20% de rémission. Sur quand même un certain nombre de patients, même si ça ne reste pas très, très élevé, c'est sur 1059 patients. Et lorsqu'on on stratifie ça par biologique, donc vous voyez ici pour l'oxolaire, pour le MEPO et pour le DUPI, lorsqu'on utilise les critères les plus astringents, vous voyez que pour les anti-IgE, on a 19% de rémission. Pour le MEPO, on a à peu près, puis le RISLI, on a à peu près 20%. Et pour l'anti-L4, on a 22%. Donc c'est à peu près équivalent le pourcentage de rémission post-traitement. Donc, juste pour arriver à temps, pour conclure, la rémission clinique sous traitement est un objectif réalisable pour les patients souffrant d'asthme sévère, même si le pourcentage est minimal, mais c'est quand même, ça reste quand même 20%. Bon, on a besoin vraiment d'autres études pour vraiment identifier les thérapies, les traitements supplémentaires pour augmenter justement la probabilité d'atteindre la rémission, parce que c'est notre objectif, c'est notre Graal, c'est avoir une rémission complète de nos patients. Et on a besoin vraiment de comprendre au niveau fondamental, au niveau structurel, qu'est-ce qu'il en est là. Si on met le doigt sur les mécanismes qui permettent la rémission, ben, ça nous aiderait à développer de développer des approches pour pouvoir vraiment cibler comme il faut, de façon beaucoup plus globale, l'asthme et particulièrement l'asthme sévère. Voilà, donc je vous laisse sur ça parce que je peux penser. Merci, Madame le professeur Chakir, pour votre intervention pleine d'enseignements et suggestions. Et la parole maintenant à la salle, on a 15 minutes. Madame. Est-ce que les autres orateurs vont venir là? Je pense que les autres orateurs vont pouvoir venir, puisqu'on va répondre ensemble. Merci beaucoup pour le choix de toutes les conférences, que vraiment ça fait une tour de la question actuelle. Je voulais juste avoir quelques petites remarques. Professeur Chakir, durant tout ton exposé, tu as parlé de rémission. À aucun moment, on a entendu le mot guérison. Est-ce qu'aujourd'hui, 2024, avec les nouveaux anticorps monoclonaux, avec notamment le tezepelumab, est-ce qu'on est en droit de commencer à parler de guérison? Et je sais que, enfin, il me semble qu'actuellement, dans la dernière conférence qui a eu lieu à Washington, il y avait une réunion pour essayer de faire une définition de la guérison dans l'asthme, avec une commission avec les médecins, avec les malades, avec les professionnels de santé, etc. Et autre chose, pour les petites voies aériennes, est-ce qu'on peut considérer que c'est l'essence de la maladie asthmatique, notamment chez les enfants, et c'est pour cette raison qu'il faut, au niveau des thérapeutiques, cibler justement les petites voies aériennes avec les particules fines ou extra fines? Voilà, merci. Alors, merci pour votre question. On parle de rémission parce qu'actuellement, vous avez bien vu que même malgré l'utilisation des biologiques, on voit qu'il y a 20% à peu près de rémission. Mais pour parler de guérison, il faut vraiment faire un suivi à long terme pour savoir, c'est ce qui est suggéré d'ailleurs, là, de voir un peu qu'est-ce qu'il en est à long terme. Ah, pardon? Madame Sadjari. Pardon. Je vous vois. Ah. Bonjour, cher ami Marrakech. C'est vous, je le vois. J'ai rien compris. Le professeur Sayeh a eu la même réflexion que moi considérant en ce qui concerne la rémission. Meilleur contrôle de l'asthme, rémission, guérison. Très souvent, on est amené à donner un pronostic aux malades, surtout les enfants. Il y en a qui annoncent un pronostic sévère, qui disent « votre enfant ne guérira jamais, il sera toujours asthmatique toute sa vie ». Il y a d'autres qui donnent un espoir, un peu faux espoir, « votre enfant guérira à l'âge de 7 ans », tout en négligeant bien sûr les avancées thérapeutiques qui peuvent
avoir un meilleur contrôle de l'asthme. Alors, où on peut se situer dans ce pronostic concernant l'asthme de l'enfant, particulièrement selon l'évolution? Merci. Bon, je vous ai montré un petit peu les critères qui permettent de dire qu'on a un pourcentage assez confortable de rémission. Donc les facteurs favorables, c'est justement très peu une fonction pulmonaire préservée, très peu de sensibilisation aux allergènes, très peu d'eosinophilie. Donc ça, c'est des critères qu'on utilise, qui ont été déduits après quand même un suivi de cohorte sur certaines années là, pour pouvoir avoir des critères. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un tout de suite votre enfant va guérir ou va pas guérir. Il faut avoir vraiment un suivi. Je pense que c'est important de faire un suivi. Et c'est important quand même de voir tous les critères. Est-ce que cet enfant-là vient d'un milieu où génétiquement, de toute façon, les parents sont allergiques, sont asthmatiques? Il y a quand même une probabilité. Plus les deux parents vont être allergiques, il a 50% de probabilité de développer quand même l'asthme. S'il est dans un environnement où il y a beaucoup de pollution, en plus de la facteur génétique. Donc, il y a quand même des facteurs environnementaux. Il y a des choses qu'on peut demander à la famille pour savoir c'est quoi le pronostic. Mais je ne pense pas qu'on peut dire tout de suite, en tout cas, moi je ne le sais pas, là, je ne peux pas dire que c'est à vous de voir comment on pourrait dire à quelqu'un que vous allez guérir et vous n'allez pas guérir, là, je ne pense pas. En tout cas, si j'ai bien compris la question. S'il vous plaît, Oui. Juste pour la définition de rémission, est-ce que ce sont des patients qui n'utilisent plus de traitement, qui ne sont pas traités, ou bien, pour parler de rémission, ou bien ce sont des patients qui sont sous traitement et peut-être, ils sont contrôlés tout simplement, avec les mesures environnementales aussi, dans la définition de rémission. C'est ce que j'ai défini, qu'il y a deux façons de faire. Il y a la rémission où les gens n'ont plus de symptômes, mais qu'on a testé, par exemple. Puis vous voyez le groupe que nous, même si c'est un tout petit groupe, même si les gens se disent qu'ils sont en rémission, mais en fait, ils ne le sont pas. Parce que soit qu'ils ne perçoivent plus leurs symptômes, soit qu'il y a d'autres facteurs. Donc, il y a ces gens-là. Donc, il faut vraiment faire les tests pour savoir si la personne est en rémission, en vraie rémission ou pas. Puis vous voyez qu'au niveau même physiologique, leur fonction régulatrice n'est pas régulée. Il y en a qui n'ont pas d'hyperréactivité, mais d'autres qui l'ont. Donc, faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le mot rémission, parce que les définitions ne sont pas toujours très, très, très claires. Mais peut-on parler de rémission pour des patients qui sont sous traitement? Oui, c'est la deuxième partie du talk, là, c'est ce que j'ai montré. Rémission ou contrôle? Exactement, c'est un contrôle. C'est le terme, c'est qu'il faut voir. Il y a beaucoup de débats actuellement. Justement, il y avait à l'ATS avec William Bossé, justement, qui discutait de faire attention à ce qu'on dit comme rémission sous-thérapeutique. Il ne faut pas qu'on comprenne que rémission, ça y est, c'est guéri. C'est que la personne va quand même rester sous traitement. Puis idéalement, c'est qu'à la longue, on essaie de lui enlever ce traitement-là pour savoir est-ce qu'il va rester en traitement. Et ça, on n'est pas encore là pour savoir. Donc ça veut dire rémission sous traitement, c'est-à-dire sous contrôle. Donc le mot rémission porte à confusion. Il faut faire vraiment attention avec ça. Question, Madame Segei, après le Je professeur. remercie les orateurs pour leur excellente présentation. Donc, juste pour continuer dans le même ordre d'idée avec le professeur Chakir. Donc, comme ça a été bien dit par professeur Devoissou, donc chaque jour on a des phénotypes émergents. Les endotypes ils sont pas bien connus. Donc, pour parler vraiment de rémission complète, il faut vraiment mettre les choses entre guillemets. Ma question est pour le professeur Péché. Donc, vous avez bien élucidé le rôle de l'ostéométrie dans l'étude plus fine des petites voies aériennes, mais sur le plan pratique, quand on n'a pas accès à cet examen, est-ce qu'à votre avis, on n'a pas accès, à votre avis, surtout pour l'enfant, est-ce qu'il faut plus se limiter à des spirométries normales? Est-ce qu'il faut toujours compléter par des plétismographies avec études de résistance pour mieux avoir une idée claire sur l'atteinte des petites voies aériennes? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez bien parlé de la pré-BPCO asymptomatique. Maintenant, on a même des fois des pré-BPCO symptomatiques qui ne répondent pas aux critères de définition de la BPCO. Dans ce cas de figure,
comment on peut gérer ce genre de patients, d'autant plus qu'ils ne répondent pas, ils ne correspondent pas aux critères de prise en charge qui sont recommandés par les différentes sociétés savantes. Merci pour vos questions. D'abord, peut-être pour l'atteinte des petites voies aériennes et l'âge, je n'ai pas parcouru les études en pédiatrie, je n'ai rien vu de publié sur des comparaisons particules fines versus extra-fines chez l'enfant, mais on peut imaginer qu'un point important dans la prise en charge de l'asthme pédiatrique, c'est quand même la dose de corticoïdes inhalés. Quand on imagine qu'on peut utiliser une dose de corticoïdes inhalés importance au vu du risque des effets secondaires à long terme chez ces enfants qui sont partis pour une prise en charge par corticoïdes inhalés à long terme. Il faut savoir que l'atteinte des petites voies aériennes augmente avec l'âge, la sénescence, et qu'il est important d'avoir en tête que l'augmentation de l'atteinte des petites voies aériennes se fera de manière naturelle chez le patient en BPCO et asthmatique vieillissant. Donc ça, c'est pour les différences par rapport à l'âge. Quand vous avez un doute, je pense que de toute façon, vous ne perdez rien à traiter par extra fine versus fine. Vous savez que si vous traitez avec des molécules trop grosses, elles n'arriveront pas. Si vous traitez avec des molécules fines, elles arriveront, les extra fines arriveront peut-être plus loin, mais ne rateront pas les voies aériennes supérieures. Et donc, c'est vraiment une mode. C'est un peu comme, je reprends dans l'asthme, quand on a proposé de traiter en traitement de fond et à la demande, en SMART ou en MART, ça ne plaisait pas à tout le monde, et donc certains ont adhéré, et certains n'ont pas adhéré. C'est la même problématique avec les petites voies aériennes. On a des données de la littérature que j'ai revues rapidement. Il faut bien reconnaître qu'au niveau thérapeutique, au niveau et comparaison d'études randomisées, on n'a rien de majeur qui permette d'affirmer qu'il faut utiliser uniquement des particules extra fines. Mais néanmoins, quand vous réfléchissez sur la prise en charge, que ce soit dans l'asthme en BPCO et en pré-BPCO en particulier, moi j'ai fait le choix de toujours choisir pour mes patients, 1, des molécules efficaces, 2, un inhalateur qu'ils peuvent utiliser. Et s'ils peuvent utiliser cet inhalateur et qu'en plus je peux y mettre des extra fins, alors c'est le choix que je ferai. Mais ce n'est pas possible chez tout le monde. Merci. Merci beaucoup aux trois orateurs pour la qualité des présentations. Je suis là. En fait, ma question s'adresse à Madame le professeur Chakir. Votre présentation a suscité beaucoup de discussions, comme vous venez de le voir. En fait, il faut expliquer aux malades, à mon avis, que le but, c'est d'arriver à la rémission. Sauf que la rémission s'arrête un peu très nuancée par rapport à la durée. Au bout de 3 mois, on parle de contrôle, mais à partir de quelle durée on parle de rémission? Est-ce que c'est sous ou sans traitement? Et le contrôle de l'environnement aussi, qui est très important par rapport à l'arrêt des traitements. Donc, est-ce que cette nuance d'arrêter ou pas, parce que pour le patient, dans son esprit, si on n'arrête pas les traitements, c'est qu'il n'est pas complètement en rémission. Et grâce à vous, on a vu les critères, les critères pour voir si ce projet d'arriver à la rémission, il va réussir ou pas. Et donc, ma question est juste par rapport à cette définition de durée, de nuance. Au bout de 3 mois, au bout de combien de temps on peut parler de rémission? Que pour le cancer, c'est un peu assez précis. Au bout de 3 ans ou de 5 ans, on parle de rémission. Merci beaucoup. Merci pour votre question. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'études, surtout sous traitement actuellement. C'est des choses qui vont venir là.